Bang & Olufsen est probablement la marque de tech audio-vidéo la plus reconnaissable dans les films et séries. Pourtant, depuis plus de 10 ans, ses ventes et son cours de bourse baissent. Comment une entreprise fondée il y a plus de 100 ans par deux ingénieurs, d'ailleurs pas du tout intéressés par le design au départ, a-t-elle créé une marque high-tech de luxe reconnue justement pour la forme de ses objets si remarquables? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, mais nous nous pencherons aussi sur les causes de ce qui semble être une chute sans fin de cette marque tant appréciée des amoureux du son et du design, car il faut le reconnaître, l'entreprise semble avoir perdu sa hype d'antan avec un cours de bourse en chute libre et un chiffre d'affaires qui dégringole. Comment cette marque, qui est allée jusqu'à même profondément marquer l'histoire de la plus grande entreprise mondiale dans la tech et le design, a-t-elle perdu son sex appeal? Et surtout, est-ce que cette chute est temporaire ou définitive? C'est ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Commençons par le commencement. Avant d'être mondialement réputé dans la tech et le design, BO, c'est d'abord la rencontre de deux talents. Comme c'est souvent le cas dans les entreprises à succès, chacun excelle dans son domaine. Peter Bang, c'est l'ingénieur, tandis que Sven Olufsen est un commercial hors pair. Tous les deux sont passionnés par les nouvelles technologies et à l'époque, c'est la radio, le truc qui a le vent en poupe. Leur démarrage ne se fait pas sous le soleil de la Silicon Valley. Non, pour eux, tout commence dans le grenier du manoir de la famille de Sven qui est très riche dans le froid de l'hiver danois, en novembre 1925. Leur premier produit est lancé 2 ans plus tard, en 1927. Il s'appelle l'Eliminator. Révolutionnaire pour l'époque, il permet aux radios de fonctionner sur le secteur au lieu d'utiliser des batteries, une innovation significative à cette période. À cette époque d'ailleurs, leur idée n'est clairement pas de créer des produits sexy et très haut de gamme, mais de rendre la technologie accessible au plus grand nombre. En 1939, BEO connaît l'un de ses premiers grands succès, le Beolith, une radio révolutionnaire avec un boîtier en bakélite. Cette radio pose les bases du design distinctif de B&O, alliant fonctionnalité et esthétique. Ce produit symbolise à lui-même une nouvelle ère où la technologie peut être élégante et accessible. Cependant, ce beau démarrage est rapidement stoppé net par le début de la guerre. La bakélite produite en Allemagne est alors réquisitionnée et utilisée pour des pièces d'armement de l'armée allemande. Malgré cela, les deux entrepreneurs arrivent à traverser cette période difficile et à partir des années 50, Bang & Olufsen prend véritablement le virage du design. Mais ce changement, il ne viendra pas par l'intérieur, mais par l'extérieur. Je vous explique. À cette époque, la marque danoise produit des radios fonctionnelles, mais dépourvues d'une esthétique sophistiquée. Et lors d'un salon, Paul Henningsen, architecte et critique de design renommé au Danemark, critique sévèrement l'un de leurs produits, le qualifiant de monstruosité. Cette critique marque profondément l'équipe de BO et catalyse une transformation radicale dans leur approche du design. En réponse, BO débute des collaborations avec des designers externes comme Jacob Jensen. Celui-ci introduit des lignes épurées, des formes simples et une fonctionnalité intuitive dans les produits de la marque. Ce partenariat permet non seulement de répondre à la critique de Henningsen, mais établit également B&O comme un leader mondial en design industriel. En témoignage de l'impact durable de cette transformation, de nombreux produits de cette époque seront même exposés au MoMA de New York. Puis durant chaque décennie, Bang & Olufsen créera un produit phare qui marquera à la fois le monde du son, de l'image, mais surtout aussi du design. En 1967, c'est le Biomaster 5000, un amplificateur et récepteur radio qui marque un tournant pour Bang & Olufsen. Ce produit offrira non seulement une qualité sonore exceptionnelle, mais introduira également un design épuré et innovant qui établira les bases du style distinctif de B&O. Dans les années 70, c'est la platine vinyle, le Biogramme 4000, avec un bras tangentiel qui garantit une lecture précise des disques qui voit le jour. En 1984, ce seront les enceintes Biovox CX100 qui marqueront les esprits. Ces enceintes en aluminium au design intemporel seront d'ailleurs produites jusqu'en 2003. Puis évidemment, c'est le lecteur qui définit à lui seul la tech luxueuse des années 90, le Biosound 9000. Ce produit est tellement emblématique qu'il suffisait dans un film ou une série d'équiper un appartement design avec celui-ci pour que l'on comprenne chez qui l'on se trouve, quelqu'un de riche et qui a du goût. Outre l'innovation technologique qui était réelle, son design permet aujourd'hui encore près de 30 ans après son lancement d'être un produit cool à mettre en valeur dans un intérieur. Les années 2000 verront le lancement du Biolab 5. Cette enceinte iconique de la marque est une prouesse technologique et sonore. Bref, que vous connaissiez ou non l'ensemble des produits ou que vous appréciez ou pas la marque, on peut tous s'accorder à dire que ces produits ont été plus que des produits technologiques. Ils ont été de véritables œuvres d'art intégrées dans le foyer de leurs utilisateurs. Alors bon, du BO, c'est pas donné et les prix de la marque font pratiquement autant parler que leur design. Une télé à 20 000 €, un système audio à 50 000, ces produits s'adressent clairement à une cible très précise et c'est justement ce qui va faire défaut en 2008. En 2008, la crise financière mondiale frappe de plein fouet de nombreuses entreprises et Bang & Olufsen n'y échappe pas.
Avant cette période, B&O bénéficiait d'une superbe position sur le marché grâce à ses produits innovants et son design distinctif. Cependant, la récession mondiale entraîne une baisse drastique des revenus de l'entreprise, passant de 853 millions de dollars en 2008 à seulement 528 millions l'année suivante. À partir de là, c'est la dégringolade. Cette baisse drastique des revenus entraîne une chute du cours de l'action qui passe de 52 à seulement 8,50 $. Alors, pourquoi cette chute? Eh bien d'abord, de nombreux produits lancés dans les années 90 sont toujours en vente 15 ans plus tard. Bien qu'ils aient été initialement populaires, ces produits ne sont plus perçus comme innovants par les jeunes générations qui les considèrent alors comme des produits de la génération de leurs parents. De plus, B&O manque de produits mobiles et de technologies modernes adaptées aux nouvelles tendances, comme l'iPod, ce qui le rend moins attractif pour une clientèle plus jeune et plus technophile. Pour pallier cet effet, B&O introduit la marque B&O Play, ciblant un public plus jeune avec des produits intégrant la compatibilité avec des technos modernes comme les appareils Apple et Google. C'est ainsi que pour répondre aux attentes des consommateurs plus jeunes, des stations d'accueil et des lecteurs audio en streaming stylisés voient le jour. Enfin, l'entreprise renforce son accent sur l'innovation acoustique afin de justement pouvoir justifier le prix de leurs enceintes. Cette période de transformation vise non seulement à rétablir la rentabilité, mais aussi à repositionner Bang & Olufsen. Malheureusement, rien n'y fait. Les ventes stagnent et le cours de bourse continue inexorablement de baisser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cette descente aux enfers? Avant de continuer, il faut que vous sachiez que mon métier avant, c'était notamment de travailler avec les magasins B&O. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo parce que ça aura son importance. D'abord, il faut comprendre ce qui motivait l'achat des clients qui avaient les moyens de s'offrir des produits B&O. D'abord, évidemment, c'était le statut, s'offrir quelque chose que personne d'autre ne peut s'offrir. Et puis, l'assurance d'avoir un produit technologiquement avancé et l'assurance d'un produit simple à utiliser avec une même télécommande dans toutes les maisons qu'une personne peut avoir partout dans le monde. Pour faire simple, celui qui équipe son appartement à Paris, sa maison à Saint-Raphaël et son pied-à-terre à New York avec des équipements B&O pouvait voyager avec sa même télécommande dans la valise et l'utiliser à un endroit et à un autre. Et ça, c'était quelque chose de magique et d'unique à l'époque. Mais ce qui s'est produit, c'est que l'informatique a pris de plus en plus d'importance dans le domaine du son, de l'image et de la domotique. Le Zeitgeist, l'esprit du temps, a lui-même changé. Posséder un objet aussi cher n'est plus vu comme un signe de coolitude, mais peut-être même perçu comme snob, voire ringard. Là où B&O possédait une valeur unique dans le domaine de la domotique, des solutions comme Google Home, Apple HomeKit ou encore Alexa ont largement démocratisé et simplifié ces technologies, rendant l'automatisation une commodité accessible à tous. En parallèle, le design produit est aussi peu à peu devenu un standard. Quelle que soit la marque ou le produit, si le design n'est pas bien pensé, le produit ne se vendra pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la technologie est par définition conçue pour être rendue accessible au plus grand nombre. Une technologie, c'est avant tout un composant, minuscule certes, mais tout comme un médicament qui coûte extrêmement cher à développer durant des années, voire des décennies, les fabricants de semi-conducteurs sont obligés de rentabiliser leur investissement avec du volume. Innover technologiquement devient donc plus coûteux avec des investissements toujours plus élevés à engager. Cela nécessite d'avoir un volume de produits suffisant pour être rentabilisé. Le modèle économique de B&O basé sur de la rareté empêche l'innovation technologique de pouvoir être rentabilisée. Tout comme dans la mode, où ce sont les fabricants de tissus qui créent les tendances et non les designers eux-mêmes, car ils n'utilisent que les motifs et les textiles mis à disposition par les industriels, B&O doit, tout comme les autres petits fabricants de produits technologiques, attendre avant de pouvoir accéder à un composant innovant. Tandis que les entreprises qui ont les volumes nécessaires garantis peuvent signer des contrats d'exclusivité, au moins temporaires, voire créer eux-mêmes leurs propres composants pour leurs propres produits. Dans les années 60, 70, 80 et même encore 2000, le métier d'industriel était relativement lissé à travers le monde. Les industriels étaient plus ou moins gros, mais avec une certaine linéarité, et les métiers des uns n'entravaient pas ceux des autres. Cependant, les fonds investis dans la technologie ont créé des mastodontes d'un autre genre, bien plus gros que des pans entiers d'une même industrie. Que ce soit des entreprises comme Sony, Apple ou Samsung, elles sont tellement puissantes, tentaculaires et capables de verticaliser leur industrie qu'il est pratiquement impossible de les concurrencer sur le terrain de la technologie. Ces entreprises sont capables de livrer du design plus accessible, même en restant premium, et de créer des volumes de commandes nécessaires pour gérer leurs propres solutions technologiques et dominer leur marché. Le changement de paradigme qui s'est déroulé vers 2008 n'était donc pas uniquement dû à la crise financière, mais était une lame de fond plus profonde et invisible à l'œil de celui qui n'y prête pas garde. Là où il existait encore des industries qui exploitaient le domaine analogique quelques années auparavant, le monde a basculé dans le numérique. Souvenez-vous des câbles spécifiques que je vendais au magasin B&O. Ces câbles propriétaires coûtaient extrêmement cher. Ils s'appelaient PowerLink ou BioLink et ces câbles étaient par nature analogiques. Bang & Olufsen était maître de l'univers analogique, mais elle n'a pas su se réorienter lorsque la vague du numérique
est arrivé. The whole idea of taking your screen with you to your sofa, navigating through all the content of the music you had, and at that time it was basically a collection because streaming wasn't really catching on at that time. Dans cet extrait, vous venez de voir Thorsten Waller, l'un des designers industriels qui a travaillé sur de nombreux produits de la marque. Il parle d'un iPad avant l'heure, car ce qu'il décrit est le concept même de streaming. Celui-ci a été mis à disposition du grand public par des entreprises technologiques comme Apple et Google. Cela ne nécessite même pas l'achat d'un appareil supplémentaire, puisque cela se fait directement depuis un téléphone au design soigné vers une télé plate et stylée à moins de 2000 €. Comment quelqu'un, même fortuné, accepterait de payer un premium colossal pour accéder à une technologie aussi jolie et performante soit-elle, alors qu'une alternative existe directement dans nos produits du quotidien? Les produits B&O fonctionnent aujourd'hui sur IP avec des câbles RJ45 qui ne sont plus propriétaires. Cela dépouille toujours plus les avantages concurrentiels de la marque. L'autre sujet, en parlant des revendeurs, c'est que ces magasins B&O sont des franchises et que leur nombre n'a cessé de baisser ces dernières années. D'après le site de B&O, seulement une vingtaine de magasins existent encore en France, alors que j'en contactais une soixantaine il y a moins de 10 ans encore pour leur fournir leurs câbles. Pour un franchisé, ouvrir une franchise B&O est un investissement majeur. Les produits, même s'ils ont des marges très fortes, doivent être achetés pour être présentés en magasin. Le magasin doit lui aussi être designé et construit selon les règles mises en place par la marque. Et finalement, des clauses de non-concurrence empêchent le franchisé de pouvoir proposer des produits équivalents à leurs clients. Le magasin devient un lieu avec un très faible taux de passage, car qui rentre dans un magasin dans l'idée de flâner pour voir des télés à 20 000 € ou des enceintes à 50 000 €. Le magasin rentabilise alors ses frais sur ses quelques clients historiques et nouveaux qui veulent encore ces solutions, mais les projets doivent être de plus en plus conséquents pour essayer de chercher la moindre rentabilité. Contrairement aux marques de luxe dans la mode, où les achats de produits de luxe sont considérés comme des investissements ou des placements, à l'image des montres de luxe, la technologie est par nature vouée à l'obsolescence. Reste alors un joli design, mais qui perd de son attrait dans le sens où l'objet en question devient en réalité une relique du passé, comme le lecteur CD qui certes est chouette à voir et à montrer. En le voyant, on ne peut s'empêcher de penser au temps où il était à la mode. L'objet, même stylé, même présent dans un musée d'art moderne, devient tout simplement désuet. L'exemple est encore plus frappant avec le dernier James Bond. Le produit B&O apparaît au bout de seulement 58 secondes du film. On entend la musique, on voit le lecteur CD, l'époque est posée. On sait que l'événement est un flashback grâce au produit B&O montré à l'image. Un compliment doux amer pour la marque, car contrairement au sac Kelly d'Hermès qui ne change pas avec le temps et dont le prix augmente aussi bien en neuf qu'en occasion, un produit technologique comme une enceinte ou une télé vieillit et perd de la valeur. On voit la même chose se produire avec les montres connectées versus l'horlogerie de luxe. La montre connectée sortie il y a 5 ans deviendra technologiquement obsolète, là où les montres de luxe resteront. Je le vois d'ailleurs chaque jour dans mon travail, certains de nos clients qui font appel à nous possèdent un système B&O. Celui-ci était encore il y a quelques années totalement fermé et empêchait même de raccorder les enceintes ou la télé existante à l'installation cinéma maison que nous ajoutions chez le client. Beaucoup de clients ont finalement retiré leur système B&O pour ne laisser que leur installation home cinéma avec une télé Sony ou Samsung dans le salon. Ou parfois même juste mis un beau et grand tableau au mur avec une toile qui s'ouvre pour profiter d'un film au moment souhaité. Comme je disais, l'ère du temps est à l'intégration plutôt que la démonstration. Dissimuler la performance chez soi plutôt que de montrer un objet massif et tape à l'œil. Maintenant que cela est établi, on doit s'intéresser au pourquoi de Bang & Olufsen. La leçon à retenir de cette histoire, qui évidemment est toujours en cours, donc pas encore terminée, me vient d'abord du livre Start with Why de Simon Sinek. Pour faire simple, il explique comment les entreprises qui se développent et continuent à progresser ne partent pas du produit, mais du pourquoi. Le pourquoi étant la raison profonde selon une vision du monde qu'a une entreprise. En partant du pourquoi plutôt que du quoi, c'est-à-dire le produit, l'entreprise s'ouvre au champ des possibles en termes de produits et de services à proposer. Elle ne se contraint pas à un type d'appareil. C'est ce qui fait qu'Apple, une entreprise informatique, a réussi à être le plus grand vendeur de lecteurs MP3, alors que d'autres entreprises informatiques s'y étaient essayées et s'étaient cassé les dents. La raison du succès d'Apple est due notamment au fait qu'Apple ne vendait pas un lecteur MP3, elle vendait l'idée d'avoir un outil simple, sexy et performant pour accéder à la créativité du monde. De ce fait, personne n'est choqué de voir Apple créer des enceintes, produire des logiciels, tout en créant des ordinateurs et évidemment des téléphones portables. Car aux yeux du public, tous ces éléments font sens dans l'idée d'apporter des produits et services, quels qu'ils soient, pour les créatifs en tout genre, qui aspirent à des produits fiables, beaux
et simple d'usage. C'est d'ailleurs ironique de revenir à cet exemple puisque la roue de l'iPod, qui a notamment contribué au succès de la marque à la pomme, a été officiellement influencée par la roue du même type qui équipait un téléphone B&O. L'autre livre qui me vient à l'esprit et que je vous recommande aussi, c'est Les Barbares d'Alessandro Baricco. Il y propose l'idée, soutenue par des exemples concrets, que le but du marché est de s'étendre. Pour s'étendre, il rend accessible ce qui était avant exclusif, permettant à une nouvelle strate de la population de s'offrir des objets et services que seule une élite pouvait s'offrir avant. Ainsi, cette nouvelle population, que Baricco appelle les barbares, dans le sens originel du terme, c'est-à-dire ceux qui sont à l'extérieur, s'accapare et s'approprie les codes précédents, rendant par la même occasion ce qui était avant l'élite ringard et décalé. Le design est aujourd'hui partout, la technologie l'est aussi. Comment donc proposer une réelle valeur ajoutée avec des prix en complet décalage avec l'air du temps? Mon avis sur la question, c'est que pour prospérer, B&O doit trouver son pourquoi. Cela passera peut-être par le fait, comme ils le mettent déjà en avant actuellement, de créer des produits évolutifs et donc plus responsables, des produits qu'il ne faudrait pas remplacer, mais dont seulement certaines pièces électroniques seraient à changer. Car même si le design s'est généralisé, celui de la marque danoise reste exceptionnel, remarquable et robuste dans le temps. Pour le moment, s'il devait y avoir un pourquoi pour B&O, ce serait de créer des produits qui sont autant pratiques qu'artistiques pour celles et ceux qui ne veulent faire aucun compromis entre technique et esthétique. Le problème actuel, c'est que les contraintes techniques sont malheureusement bien présentes. Leur système ne permet par exemple pas de profiter du Dolby Atmos, à part avec une barre de son. En fait, les produits B&O sont pour le moment des versions plus poussées de produits qui existent ailleurs avec des performances similaires. Et tant que ça ne changera pas, il sera difficile pour la marque de justifier ses prix. Bang & Olufsen est confronté à un défi de taille. Peut-on rester un produit de luxe technologique sur le long terme? Contrairement aux marques de luxe traditionnelles comme Hermès et Louis Vuitton, dont la valeur ne cesse d'augmenter, les marques technologiques ultra premium comme B&O peinent à maintenir leur position. Les produits de luxe traditionnels sont généralement sans technologie, ce qui leur permet de préserver leur exclusivité et leur attrait intemporel. En revanche, les marques technologiques sont en constante compétition avec l'innovation et la démocratisation de la technologie qui visent à rendre ces innovations accessibles au plus grand nombre. Initialement, ce qui faisait la particularité de B&O, c'était sa capacité à rendre des technologies sophistiquées comme l'automatisation complète de la maison accessibles aux personnes les plus aisées. Aujourd'hui, ces technologies sont devenues courantes et accessibles à tous, ce qui fait perdre à B&O son avantage compétitif. Ne reste alors que le design. Mais est-ce que le design seul suffit à maintenir l'intérêt pour une marque face à des concurrents comme Apple qui proposent non seulement un excellent design, mais aussi des produits plus accessibles? C'est une question cruciale pour l'avenir de B&O. Pour rester pertinent, B&O devra peut-être redéfinir sa stratégie en équilibrant tradition et innovation, en s'assurant que ses produits restent à la pointe de la technologie tout en conservant leur design emblématique. L'avenir de B&O dépendra de sa capacité à offrir des expériences uniques qui continuent de captiver et d'inspirer ses utilisateurs tout en naviguant dans un marché technologique en constante évolution. Bang & Olufsen a marqué l'histoire du son, de l'image et du design, ça c'est un fait acquis. La marque a aussi amassé une quantité importante de fans fidèles. Cela forme d'ailleurs aussi le noyau dur qui continue à faire exister l'entreprise. Avec sa marque B&O Play, Bang & Olufsen a créé une marque plus accessible avec des produits plus courants comme des enceintes portables ou des enceintes multi-room. Cependant, cela ne suffit pas à fédérer de nouveaux clients à la recherche d'expériences nouvelles et d'une relation plus fusionnelle entre la communauté et la marque. Combien de personnes autour de vous ont fait l'acquisition ne serait-ce que de leur mini-enceinte portable? Elle coûte quand même 300 € et d'autres marques déjà reconnues comme étant premium comme Sonos ou De Vialet apportent aujourd'hui des innovations et une certaine fierté d'appartenir à la communauté de clients de chacune de ces entreprises. À mon sens, en créant des produits toujours plus exclusifs et uniquement orientés sur le design et l'ultra premium, B&O a peu à peu perdu contact avec le monde qui l'entoure. Alors des innovations majeures comme les amplificateurs Ice Power ont été développés grâce en partie à Bang & Olufsen. Au lieu de chérir et de développer ce business, l'entreprise a préféré vendre ses parts. C'est à mon sens une occasion manquée d'apporter les nouveautés technologiques majeures au monde du son, ce qui aurait aussi été l'occasion de faire parler plus largement de la marque auprès du grand public. Restent évidemment aussi les partenariats de longue date avec des constructeurs automobiles de luxe comme Ferrari, Lamborghini, Bentley ou Audi, ainsi que l'intégration de technologies B&O dans certains ordinateurs HP. Je connais des personnes absolument fans de Ferrari ou Lamborghini. Ils ne pourront vraisemblablement jamais s'offrir une telle voiture, mais ils achèteront toujours des accessoires et participeront à la communauté. Le compte Instagram de B&O de son côté compte plus de 600 000 abonnés, mais seulement une dizaine de personnes commentent les contenus mis en ligne
sur leur dernière publication. Cette marque mérite une meilleure communication, c'est une certitude. Mais la communication ne peut pas se baser uniquement sur du lifestyle orienté vers les ultra-riches. Son partenariat récent avec Ferrari ne laisse aucun doute sur l'orientation actuelle de la marque. Ces derniers chiffres publiés montrent une stabilisation du chiffre d'affaires et une excellente marge opérationnelle. C'est déjà ça. Mais je reste convaincu que cette marque emblématique des années 80 et 90 saura, peut-être sous l'impulsion d'une nouvelle direction plus visionnaire, faire à nouveau rêver et inspirer le monde avec sa créativité. N'oublions pas l'origine du concept de design. Le design est né pendant la révolution industrielle au début du siècle. Il s'agissait alors de rationaliser la production de machines en dessinant des produits simples à fabriquer en masse. En dépouillant l'objet des artifices inutiles, on arrive à sa fonction essentielle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un objet design. Les objets créés par B&O sont beaux, ça c'est certain, mais répondent-ils aux autres critères de la définition initiale de ce qu'est le design? Sont-ils productibles en masse et sont-ils réellement réduits à leur seule fonction? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de B&O? Pensez-vous qu'ils vont se remettre? Aimez-vous leurs produits? Dites-moi tout en commentaire. J'ai mentionné la marque De Vialet un peu plus tôt. Beaucoup se posent la question de savoir si la marque tient réellement ses promesses en termes de résultats. J'ai fait une vidéo sur le sujet, donc je vous laisse cliquer sur les vignettes si ça vous intéresse. Et si vous vous demandez à quoi ressemble une installation home cinéma avec pas moins de 11 enceintes totalement invisibles intégrées dans le plafond, cliquez sur la vignette pour que je vous montre ça. Maintenant, prenez soin de vous et à très vite.